c'est être fédéraliste qui est bizarre. Parce que, honnêtement, c'est un peu gênant d'être pour une province, là. Ouais. Mettons que t'es rendu à 30 ans, 35 ans, puis que tu vis encore dans le sol de tes parents, c'est un peu gênant, là. On serait encore plus riche si on était un pays. C'est le plus important. C'est que ce qui est fondamental en développement économique, si on parle de développement économique, c'est que il faut avoir tous les outils. Il faut avoir les outils pour se propulser, puis travailler dans nos intérêts. Ben, Ça vient d'où, ça, cette mentalité-là de « on n'est pas capable ». Mentalité de coloniser. Bon. Tellement intéressant d'entendre les histoires que les femmes ont vécues puis de dire, ah ben moi, genre, c'est plate, mais j'ai vécu la même chose. Tout le monde s'entend pour dire que le référendum en 95, il a été Voler. volé, disons-le franchement, là, puis qu'il y a eu de la triche, il y a eu de la fraude. Ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Ils n'ont pas respecté notre cadre démocratique. Ouais. Est-ce que le référendum, c'est la bonne méthode? Est-ce qu'on va rejouer dans le même film qu'en 95 si on fait un référendum, d'après toi? Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Génération Oui, c'est quoi? C'est un média 100% indépendantiste où on parle de la question nationale, la question de l'indépendance du Québec de manière décomplexée, sans détour, sans tabou. Donc, on en parle sous toutes ses facettes. Donc, si vous êtes un indépendantiste convaincu, bienvenue. Si vous êtes un indécis, bien, c'est la bonne place pour en apprendre davantage sur cette question-là. Et si vous êtes un fédéraliste, bien, bravo pour votre curiosité. Je pense que c'est la bonne approche à avoir et je vous invite à écouter notre contenu. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. C'est la meilleure façon de nous aider dans notre travail qu'on fait, qui est militant, qui est un travail qui est bénévole. Donc, on vous remercie d'avance. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir Évelyne Baudin, première femme mairesse de Sherbrooke, une indépendantiste convaincue. Elle a un parcours d'économiste également. Elle a fait sa formation en économie. Donc, ça donne des échanges très riches, notamment également sur la question du féminisme. Donc, je vous invite à écouter l'épisode jusqu'à la fin. Et également, j'aimerais remercier notre commanditaire, la boutique 50% plus 1. C'est une boutique entièrement indépendantiste qui fait toutes sortes de produits, qui vend toutes sortes en fait de produits indépendantistes, que ce soit des vêtements, que ce soit des livres, que ce soit des objets comme vous voyez ici. Ils ont également des beaux porte-clés, des livres, comme je le disais. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et avec le code promo Génération Oui, tout en majuscule, vous allez avoir le lien de toute façon dans la description. Mais donc, comme je le disais, avec ce code promo-là, vous allez avoir 10% de rabais et vous allez permettre de financer Génération Oui et les Oui Québec. Donc, je vous remercie d'être là et je vous souhaite un bon épisode. Alors, bonjour, on est avec Évelyne Baudin, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de te recevoir. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, voudrais-tu te présenter? Je suis la mairesse de Sherbrooke. J'ai fait de la politique municipale donc depuis 2013, ma première campagne municipale. Puis avant ça, j'étais chez Option nationale. Donc, avant l'âge de mes 30 ans, en fait, j'ai contribué à créer 2 partis politiques. Un sur la scène nationale, puis un sur la scène municipale. Fait que je dirais que j'ai quand même de l'expérience politique assez diversifiée, là, parce que j'ai à la fois le côté organisation assez fort, communication qui est un peu incontournable en politique, puis, je dirais gouverner, là, entre guillemets, là, donc comme mairesse. Excellent. Puis, justement, je lisais que tu es la première femme mairesse de Sherbrooke, je me trompe pas? Oui, après 81 ans après l'obtention du droit de vote des femmes. Quand même. Yeah. Mais quand même, c'est important entre 1940, l'obtention du droit de vote, et 1964, les femmes n'avaient pas le droit de signer des contrats par elles-mêmes. Et les votes étaient seulement pour les propriétaires. Donc, en fait, le vrai droit de vote des femmes est arrivé avec le droit de vote des locataires, si on peut dire, en 1968. Fait que quand on regarde ça, là, ça nous met quand même en perspective par rapport au fait qu'on a beaucoup de droits qui sont assez récents. Oui. Très intéressant parce qu'on va parler justement d'indépendance et de féminisme. Mais juste avant, d'où est né ton intérêt pour la politique? Parce que tu baignes là-dedans là, depuis quand même longtemps. Oui, ben je pense que dans ma famille, la politique était quand même présente. Même si, tu sais, je veux dire,
Mon père, c'est surtout mon père plus que ma mère, c'était vraiment comme bénévole, là. Donc aérienne, quand il était sûrement genre au cégep, université, après ça, campagne référendaire de 80, campagne référendaire de 95. Puis, ben moi, j'ai d'abord étudié en politique. Je faisais économie et politique. Mes amis à l'université étaient impliqués en politique, mais moi, pas encore. Il n'y avait pas de parti qui m'interpellait. Puis, à un moment donné, j'ai écouté le film 15 février 1839. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est pas assez d'être indépendantiste. Il faut aussi que je me consacre à ce que ça arrive, l'indépendance. Donc, passer d'une personne politisée à une personne investie en politique active. Mais je me reconnaissais pas dans le Parti québécois avec, tu sais, c'était à l'époque, là, genre André Boisclair, Pauline Marois. Ça me parlait pas vraiment. Fait que il a fallu que j'attende la démission de Jean-Martin Hossan du Parti québécois le 7 juin 2011. Puis là, je suis entrée en contact avec lui, puis c'est là où je me suis mis à faire de la politique active. Oui. Puis, ben, je me demandais pourquoi tu as choisi, justement, tu t'impliquais plus, tu t'intéressais plus au provincial. Pourquoi après, tu t'es vraiment allé vers tout ce qui était comme de la ville et tout, mairesse, tout ça? Ouais. Ben, dans notre système politique actuel, si tu veux être élu quelque part à un moment donné, il faut d'abord que tu aies un ancrage local. OK. Puis ça a été un des constats que j'ai fait à ma campagne. Moi, en 2012, je me présentais contre Jean Charest. Parce que dans Sherbrooke, c'était lui qui était le député et premier ministre et candidat. Et donc, voilà, tu sais, puis je me suis comme rendu compte, OK, tu sais, si je veux pouvoir faire mon chemin, il faut que je sois ancrée localement. Puis, je me suis demandé qu'est-ce que ça demandait de se présenter au municipal. Puis se présenter comme candidat indépendant au municipal, là, ça demande 25 signatures. Fait que je suis capable de faire ça, moi, 25 signatures. Puis là, j'étais dans la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Fait que je me disais, bon, quand bien même je prendrais un peu plus de temps pour mes études, c'est pas si grave, ça va être une expérience. Fait que je me suis vraiment lancée au municipal très innocemment en me disant, ça va être une expérience. J'ai fait mon porte-à-porte, c'est à peu près 3500 portes, mettons, que j'ai cogné en 2013 avec mon père. Puis là, j'ai eu la piqûre parce que ma fibre indépendantiste me disait, tu sais, le Québec, c'est quoi dans le fond? Tu sais, c'est la somme de chacune de ces régions. Donc, tu sais, je voyais que de construire le Québec, construire Sherbrooke, c'était construire le Québec. Puis de voir ma ville que j'ai passé toute ma vie à peu près là, à Sherbrooke, de voir ma ville qui avait besoin, tu sais, d'être investie. Puis je me reconnaissais pas pantoute, tu sais, dans les gens qui gouvernaient Sherbrooke à l'époque. C'était très âgé, très masculin, puis pas très, tu sais, pas une réflexion très profonde. C'est des gens qui faisaient ça vraiment à temps partiel. Fait que c'est ça, j'ai vraiment pris goût avec la campagne de 2013. Puis c'est là où je me suis dit, ben, je vais m'investir localement, puis c'est ça. C'est très intéressant. Tu parlais de la Fondation d'Option nationale. Avant de commencer à enregistrer, je te confiais que quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, puis j'étais déjà partisan d'Option nationale. J'avais convaincu mes parents de voter pour Option nationale. Comment c'était ça, justement, ce début-là de parti politique auquel tu as participé? Il n'y a jamais personne qui vous a raconté ça, le début d'Option nationale? Non. OK, ben tu sais, ça a été... Jean-Martin Hossan a démissionné. Il y a eu une vague de départ du Parti québécois qui était liée... C'était un peu flou, en fait, les raisons des départs de ces personnes-là. Mais la veille du départ de Jean-Martin, si je me rappelle bien, là, il y avait eu Pierre Curzi, Lisette Lapointe, Louise Baudouin, qui étaient quand même des grosses pointures qui avaient été... tu sais, Lisette Lapointe, c'est la conjointe de Jacques Parizeau. Louise Baudouin, on la connaît, très, très forte. Pierre Curzi, la culture, c'est très fort. Donc, il y avait eu une vague de départ, mais qui était beaucoup liée au Colisée de Québec, mais aussi à l'indépendance, mais c'était comme tout mélangé. Puis Jean-Martin, dans son discours, lui, c'était quand même clairement l'indépendance. Et moi, je l'ai contacté à ce moment-là, puis j'ai dit comme, « Ah, il était bon ton discours. Si jamais je peux servir à quoi que ce soit, dis-le-moi. » Et là, il a rassemblé des gens qu'il connaissait par ses réseaux, des gens indépendantistes. Il y en a là-dedans qui voulaient
peut-être plus fonder un mouvement de la société civile. Puis il y en a d'autres qui étaient plus intéressés à créer un nouveau parti politique qui viendrait, entre guillemets, remplacer le Parti québécois. Et les deux se sont faits. En fait, il y a eu le Nouveau Mouvement pour le Québec, puis il y a eu Option nationale. Donc, qui a grossi beaucoup. C'était vraiment beaucoup autour de Jean Martin, qui avait fait un programme qui il tenait à ce que ça tienne comme pratiquement sur une page. Il voulait que ce soit un programme simple, limpide. C'était un peu dans la foulée aussi de la gauche efficace, là, concept développé beaucoup par Jean-François Lisée dans ces années-là. Puis c'est ça. Fait qu'il y avait chez Option nationale un mélange de péquistes déçus qui trouvaient que l'indépendance n'était pas assez mise de l'avant et des nouveaux qui n'avaient jamais fait de politique avant. Fait qu'il y avait un mélange qui a quand même bien fonctionné pendant un bon bout de temps. Puis quand Jean-Martin a quitté en 2013, parce qu'il n'avait pas été élu finalement, puis c'était pas facile, fait qu'il a décidé de quitter en 2013, là, je dirais qu'il y a eu quand même beaucoup de jeunes, tu sais, parmi ceux là, qui n'avaient pas fait de politique avant puis qui avaient commencé avec Option nationale, il y en a beaucoup qui sont partis. Puis ça a commencé à être un petit peu plus rough là, à l'intérieur d'Option nationale. Puis ça s'est terminé donc à l'élection, je pense, de 2018, un peu avant l'élection de 2018. Le parti était quand même assez divisé entre ceux qui voulaient continuer en mettant l'indépendance de l'avant, puis ceux qui disaient on est rendu trop effrité, donc on va utiliser les énergies qu'on a pour faire en sorte que Québec solidaire devienne le plus indépendantiste possible. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la négociation pour que Catherine Dorion et Sol Zanetti aient des comtés prenables à l'intérieur de Québec solidaire, puis ça a été la fin d'Option nationale. Oui. Puis, pourquoi fonder un nouveau parti politique indépendantiste à cette époque-là? C'était en 2011, la fondation d'Option nationale? Oui, octobre 2011, je pense que c'était le 31 octobre 2011. Bonne date. Mais en tout cas, je sais que c'était avant la CAQ. OK. Donc, c'était vraiment, on l'avait comme, tu sais, François Legault venait de faire sa tournée du Québec avec une espèce de mouvement qui servait en fait à faire son parti politique, là. C'était limite, là, côté loi électorale, là, je vous dirais. Donc, il y avait cette... Il y avait François Legault qui ressortait, tu sais, qui avait été oublié pendant un bon bout de temps, qui ressortait avec des Joseph Facal, puis d'autres mondes, là. Puis là, il essayait de faire quelque chose comme avec l'ADQ. Puis... le Parti québécois, c'est ça, tu sais, l'indépendance, c'était comme, on va faire un référendum quand on aura des conditions gagnantes. Puis là, quand on essaie de demander c'était quoi les conditions gagnantes, c'était pas clair. Puis je me rappelle même que, tu sais, moi, M. Lisée, je l'aime beaucoup, mais je me rappellerai toujours qu'il disait qu'il, lui, il voulait faire un référendum dans 2 mandats. Puis François Legault, quand on lui posait la question à l'époque, il disait dans 10 ans. Ça, ce qui est drôle, c'est que ça fait 14 ans de ça. Fait que il y avait personne qui priorisait l'indépendance, puis il y avait personne qui disait on va les créer, les conditions gagnantes. On va pas les attendre, on va les créer. Puis pas juste les créer en essayant d'aller prendre le pouvoir, en essayant de cacher l'option référendaire pour qu'une fois qu'on ait le pouvoir, on parte des batailles constitutionnelles avec Ottawa. C'était, on va les créer vraiment en allant convaincre les gens, puis ça va être ça qui va nous rallier, tu sais, ça va être l'indépendance, puis après ça, on va faire ce qu'on peut, tu sais. Fait qu'il y avait comme un peu une pureté, en tout cas, on aimait ça, se croire, avoir une espèce de pureté idéologique, puis tout ce qui était à l'extérieur de ça, c'était comme secondaire. Puis pour toi, ça aurait été quoi ces conditions-là idéales? Genre les conditions idéales d'indépendance, est-ce qu'il y en avait qui t'auraient aimé ou que tu pensais que les gens allaient nommer avant de créer un parti ou un mouvement? Ben, tu sais, c'est quoi le meilleur moment pour gagner ta liberté dans la vie? C'est maintenant. Ouais. C'est toujours maintenant. Puis d'ailleurs, je m'étais fait un T-shirt maison, là. J'avais dit, la prochaine fois, c'est maintenant. Puis, tu sais, je sais que ça avait déjà... je suis pas la première à avoir inventé ça, d'après moi, ni la dernière. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand le meilleur moment pour te libérer, à part maintenant? Fait que, tu sais, c'était ça, Option nationale. Puis, tu sais, j'ose croire quand même que... Il y a eu beaucoup de monde d'Option nationale qui sont encore là, tu sais, dans la politique. Il y a moi, mais il y en a plein d'autres que je recroise aussi.
Puis je pense qu'on a permis de radicaliser un peu le mouvement indépendantiste, mais dans le bon sens du terme, là, dans le sens de revenir à l'essentiel, à la racine, au radical. Donc voilà, je pense que Option nationale a quand même beaucoup contribué en ce sens-là. Est-ce que tu retrouves un peu cet esprit-là de on met l'indépendance de l'avant dans le discours politique ambiant actuellement? Ben, en toute honnêteté, je le sens pas chez Québec solidaire. Je le sens chez Ruba Gazal. Ça, oui. Mais puis je le sens chez Sol Zanetti. Mais je pourrais pas dire que je le sens dans l'organisation, ou dans l'image, de Québec solidaire. On le sent chez Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'a pas tout le temps senti, mais là, on le sent. Donc... Au PQ, tu veux dire? Qu'on l'a pas toujours senti, ouais. Oui, mais même chez Paul Saint-Pierre Plamondon, quand tu regardes ses premières campagnes à la chefferie, il a fait 3 campagnes à la chefferie, ses premières campagnes n'étaient pas aussi claires par rapport à l'option indépendantiste. Puis, tu sais, je pense que le PQ a quand même vécu des étapes très, très difficiles. Là, fait que j'ai l'impression que dans ces épreuves-là, souvent, tu reviens à l'essentiel, tu sais. Fait qu'ils sont revenus à l'essentiel. Moi, c'est l'impression que j'ai. J'espère qu'après ça, ils vont quand même continuer à... J'ai quand même certaines inquiétudes par rapport au Parti québécois, là, mais... Lesquelles? Ben, je pense qu'il faut que ça reste ouvert comme parti. Ça reste que ça fait partie de l'ADN, parce que l'indépendance, c'est 50% plus 1. Puis pour atteindre le 50% plus 1, c'est une attitude quand même d'ouverture, de tolérance qui, pour moi, il faut additionner. Là. On n'est pas en mode soustraire. Fait que je pense que, sincèrement, moi, les gens que je connais qui sont impliqués au Parti québécois sont des personnes ouvertes. Mais je ne suis pas certaine qu'ils arrivent à bien le communiquer, à le faire transparaître. Là. C'est intéressant, on va y revenir. Puis si on conclut la parenthèse d'Option nationale, quelles seraient les leçons qu'on devrait retenir d'Option nationale, de cette aventure-là? Je pense qu'une des choses qu'on peut retenir, c'est que c'est pas vrai que les jeunes s'intéressent pas à l'indépendance. Parce que, tu sais, c'était la même affaire, là. Tu sais, vous êtes Génération Oui, là. Tu sais, c'était le même discours qu'on entendait à l'époque, là. Tu sais, fait que c'est pas vrai que les jeunes s'intéressent pas à l'indépendance. Il faut aller les interpeller directement en parlant leur langage, en étant dans l'authenticité. Peut-être que c'est l'authenticité. C'est drôle, hein? Mais je pense que c'est une des choses... Moi, je me rappelle que ce qui m'avait le plus frappé de Jean-Martin Hassan, c'est qu'il n'y avait pas la langue de bois. Il disait vraiment ce qu'il pensait, puis quand il posait une question, il répondait pour vrai. Puis à l'époque, là, en politique, là, tu voyais jamais ça. Puis aujourd'hui, tu le vois pas tout le temps non plus, là, l'authenticité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui appelle énormément les jeunes. Je pense que c'est une des leçons qu'on pourrait retenir d'Option nationale. Puis aussi que un parti politique, ça se construit aussi avec des nouveaux visages. C'est pas juste tout le temps récupérer les personnes qui sont là depuis longtemps puis valoriser uniquement l'ancienneté de la militance, là, mais aussi d'intégrer des nouveaux visages. Oui, absolument. Puis justement, dans ce que tu dis, Jean-Martin Hassan, c'est ce que j'aimais, tu sais, il y avait le courage de ses convictions. Tu sais, il a quand même quitté le Parti québécois. Bon, là, c'était un contexte difficile, mais par la suite, en 2012, le Parti québécois a pris le pouvoir. Il aurait pu être ministre des Finances à ce moment-là si il était resté au Parti québécois. Il prenait des prises de position comme la fermeture de Gentilly, qui était dans sa propre circonscription. C'était courageux, tu sais, parce que lui, il voyait que c'était pas une bonne idée de continuer à subventionner Gentilly. Donc, il se disait, ben, on va pas gaspiller davantage de fonds publics. Donc, c'est très courageux d'aller devant tes électeurs, de prendre une position qui est pas nécessairement la plus populaire, mais d'essayer de convaincre les gens. Puis, prenez-moi pas, mais au moins, je vais être honnête avec vous. Donc, ça, c'est vraiment... Vraiment. Puis je pense que les gens sous-estiment l'importance du courage en politique. Ils sous-estiment à quel point les gens le reconnaissent, le voient et le reconnaissent quand il y a du courage en politique. Oui, tu sais, je pense que Gentilly, c'est un bon exemple. Ou encore, tu sais, le serment au roi là, de PSPP. Tu sais, ça a eu un double effet. Ça a démontré le courage de PSPP. C'est comme, moi, je suis prêt à ce que vous me mettiez dehors de l'Assemblée nationale parce que c'est mes convictions. Puis, de l'autre côté, ça a montré aussi que le Parti de Québec solidaire ne l'avait pas fait. Tu sais, seul, ça va y avoir nuit quand même beaucoup, là, de ne pas avoir fait le serment au roi. Puis même Catherine Dorion le mentionne... De l'avoir fait, plutôt. De pas. Oui, de l'avoir fait. C'est ça, excuse, de l'avoir fait. Puis Catherine Dorion aussi le mentionne, tu sais, que...
il y a un prix à marcher sur ses convictions dans la vie. Puis les gens remarquent quand tu marches sur tes convictions. Puis moi, je me rappelle, il y a du monde là, qui, à Sherbrooke, là, ont des idées totalement différentes de moi. Puis qui venaient me voir puis qui disaient genre, je suis pas d'accord avec toi, mais au moins, tu sais, toi, tu te tiens debout. Là. Fait que, tu sais, de se tenir drette, là, le monde, il le reconnaît. Ouais, il respecte ça. Mais c'est sûr, là, j'ai l'impression que c'est peut-être trop poussé comme exemple, mais genre, l'extrême de ça serait littéralement Donald Trump. Il a tellement dit, genre, d'affaires de comme genre, je vous comprends, je suis comme vous, que là, ça a comme attiré les gens. Là, c'est fou un exemple négatif, là, genre, je suis pas pour cet exemple-là du tout. Non, mais je comprends. Mais je pense que c'est comme, des fois, les gens veulent qu'on leur parle dans leur langage, puis Donald Trump, il a comme pris ça, puis il était à l'extrême avec, mais je me dis, dans un sens, il s'est fait élire et tout, mais je suis vraiment pas... Donald Trump, là. Je veux même pas en parler, là, c'est juste que ça me fait penser à ça. Non, mais je comprends. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est hors de mon contrôle. Là, puis je peux pas dire que c'est quelque chose que je suis contente, mais il y a du monde que je voyais qui étaient des pro-Trump puis qui votaient pour moi aux élections. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est quand même... tu sais, je veux dire, moi c'est un peu comme... Je changerais pas qui je suis. Tu sais, être prêt à perdre, en fait. C'est ça. C'est de se dire comme, moi, c'est ça que je pense. Puis, si je suis pour perdre, je vais perdre. Tu sais, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne idée, puis je vais vous convaincre, puis je vais insister, là. Mais, c'est ça, tu sais, il y avait cette espèce de parallèle-là que chez certaines personnes, ça marchait. Tu sais, moi, jamais de la vie, je ferais ça, là, voter pour Donald Trump, mais il y a du monde... Moi non plus. Hein. J'essayais d'expliquer, en fait, tu sais, ce que j'observais, puis ça existait. Puis c'est l'explication que j'ai trouvée. Puis après ça, ben bon, voilà. J'aime autant quand même que le monde, tu sais, reconnaisse quand même cette espèce de, tu sais, la force de mes convictions, mettons. Ben, c'est l'authenticité, là, c'est justement ça. Des fois, en politique, récemment, on dirait qu'il y a comme un petit mouvement de peut-être le populisme et tout, là, j'avoue, je vais pas me tromper dans les termes, mais d'aller, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est tendance, c'est quoi les enjeux que les gens parlent. J'ai l'impression que dans l'actualité, c'est ça que je vois. Puis après, je me dis, mais les partis politiques ou les politiciens ont leurs convictions. C'est comme, il faut prendre position. Prendre position, c'est comme, pour moi, c'est l'essentiel du débat, là. Ben oui, c'est ça. C'est comme gouverner par sondage. Il y a rien de pire, là. Tu sais, c'est comme... C'est dans le fond... Et puis, il y a du monde qui se demande comme... Tu sais, est-ce que les élus, leur travail, c'est de représenter les tendances qu'on observe dans l'électorat? Ou c'est d'influencer l'électorat? Si j'avais jamais vu ça comme ça. Puis moi, je pense que notre rôle, tu sais, je veux dire, idéalement, c'est d'être des leaders, puis des leaders influencent la société. C'est ça que tu veux. Tu sais, je veux dire, un roseau là, qui plie sous le vent, là, tu sais, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. Là. Jamais. Puis surtout que, c'est ça, je veux dire, c'est quand même majeur là, de, tu sais, ajouter un pays dans le monde. Là. C'est encore plus vrai pour les indépendantistes. Fait que d'où le fait que c'était particulièrement agressant, là, cette espèce de position-là de on va attendre de voir si ça devient populaire magiquement, cette option-là. Puis là, après ça, on le dira, tu sais. Puis en plus, ça montre que t'es comme gêné. Tu sais, que c'est comme si c'était sale, tu sais, d'être indépendantiste quand t'adoptes cette position-là. C'est comme... Moi, j'ai adopté une attitude dans la vie, je vous la recommande d'ailleurs, là. C'est que j'assume que tout le monde autour de moi est indépendantiste. Puis quand je parle aux gens, genre, tu sais, j'assume, tu sais, qu'ils sont indépendantistes et tout ça, puis je les laisse me corriger. Hein. C'est vraiment cool. J'adore ça. Comment que tu assumes dans une discussion? Tu fais... Ah ben, tu sais, quand on va être un pays, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, quand on va être un pays, puis, tu sais, comme... tu sais, je connais pas je veux dire, je connais pas tes opinions, mais, tu sais, j'imagine que t'es indépendantiste, fait que blablabla, puis je continue, J'adore. Il parle des rocheuses, de la péréquation. C'est bien rare que je me fais corriger. Ah ouais? Mais, tu sais, c'est être fédéraliste qui est bizarre. C'est pas être indépendantiste qui est bizarre. Fait que c'est à eux, là, de me prouver que, tu sais, que c'est mieux d'être une province que d'être un pays. Là. Fait que je les laisse comme me convaincre du Canada. Là. Je suis absolument d'accord avec toi. J'adore ça. Maintenant, c'est comme, je vais juste parler comme ça parce que des fois, il y a des gens que je connais moins, puis là, tu sais, sont un peu anglophones, ils ont grandi en anglais et tout, mais ils viennent de Montréal, puis je suis comme,
ah, mais tu sais, moi, je suis indépendantiste, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, sentez-vous à l'aise, moi, je veux pas vous déranger en parlant de politique. Puis c'est comme si j'ai comme mon instinct de je veux pas imposer. Ouais. Après, je suis comme, mais on s'en fout, je suis pas indépendantiste. Au pire, ils vont me dire comme que eux sont pas. C'est quoi le pire? Mais on dirait que des fois, j'ai encore c'est même pas une honte, j'ai zéro honte, mais c'est Ouais. difficile de. Une gêne plus qu'une Ouais, honte, une tu sais, gêne, comme ouais. une timidité. C'est ça, j'ai pas imposé non plus ma vision politique, mais Ouais. maintenant, je vais juste faire ça, juste assumer dans le fond. Je vais parler Ouais, ouais. aux gens. Ouais, ouais. T'essaieras ça, puis on Ouais, s'en parlera ouais. dans 6 mois. Oui, c'est voir, bon. comme ça fait en J'adore. sorte que ce soit eux qu'il faut qu'il y ait la timidité, Oui, c'est ça. puis la gêne de... Ouais. Parce que, honnêtement, c'est un peu gênant d'être pour une province, là. Ouais. Je suis C'est d'accord fou. avec toi, mais si on pousse plus loin, pourquoi c'est gênant d'être une province? Ben, Pour le tu sais, bénéfice de nos auditeurs. On peut... je pense que c'était Jean-François Lisée, tu sais, qui faisait le parallèle de... Tu sais, mettons que t'es rendu à 30 ans, 35 ans, puis que tu vis encore dans le sol de tes parents, c'est un peu gênant, là. Ben, c'est Ben oui. ça. Ben Fait que, oui. tu sais, c'est comme un peu gênant que le Québec, tu sais, qui est comme une des nations, tu sais, une nation très forte dans le monde, se soit pas encore donné tous les moyens de ses ambitions. C'est un peu gênant, quand même. Parce qu'on agit comme si on était un pays dans nos têtes. Quand on va dans le monde ils disent comme d'où tu viens, toi? On dit je viens du Québec, je suis québécois. Au pire, on va dire genre, tu sais, la partie qui parle français dans le Canada, là, tu sais. On peut faire comme Hello, I'm Canadian, là, tu sais, il y a personne qui fait ça au Québec. Parce que on est comme déjà rendu là dans nos têtes. Fait que c'est un petit peu gênant qu'on soit pas allé au bout du truc. Fait que c'est ça. Tu sais, qui veut se priver d'outils quand, tu sais, tu le sais que tu as un potentiel plus grand, puis tu fais comme, non, les outils sont là, c'est à portée de main, mais j'ai laissé à la table. On a toujours été dans le Canada, tu sais, pourquoi on voudrait changer ça? Comme... Il y a comme des fois ce commentaire-là que j'entends. Ouais. Comme les outils sont là, c'est comme justement trop confortable chez ses parents. Il veut rester, Ouais. sa mère fait son lavage, puis je veux pas le faire lui-même. Là, Le tu sais. confort et l'indifférence. C'est Mais il y a exactement beaucoup de ça. monde qui ont peur aussi, qui se disent on n'est pas assez fort, on n'est pas assez grand, on Ouais. serait pas capable. Des jeunes? T'as-tu entendu des jeunes dire Oui, ça? oui, des gens Ah. de tous les âges. De tous les âges. Ouais. Ben, ça vient d'où, ça, cette mentalité-là de on n'est pas capable? Mentalité de coloniser. Bon, ça, c'est la réponse facile. Je voulais t'entendre. Mais, ouais, on a beaucoup parlé de peur. Moi, je dirais que c'est plutôt de la confiance en soi. On pense que justement, on est, tu sais, on est peut-être pas capable, qu'on n'est pas certain, nanana, qu'on serait un plus gros pays, tu sais, avec le Canada, etc., etc. Mais fait que c'est surtout un enjeu de confiance en soi. On dirait qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on a. Puis surtout, on n'est pas conscient de tout le potentiel qu'on a. Puis tu sais, c'est impossible que ce soit un mauvais choix de se choisir dans la vie quand tu as confiance en toi. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu dis comment non, j'aime mieux que ce soit les autres, tu sais, ma mère qui décide de mon épicerie, j'aime mieux que ce soit les autres qui décident pour moi. Mais quand tu as confiance en toi comme individu ou comme peuple, ben tu peux jamais te tromper en te choisissant toi-même. Ouais. Pour moi, c'est davantage la confiance en soi que de la peur. Mais je conçois qu'il peut avoir de la peur chez certains, peut-être, qui viennent de d'autres pays puis qui ont vécu de l'incertitude au niveau militaire et tout ça. Ouais, il peut avoir une certaine peur face à l'inconnu. Mais il y a tellement peu qui est inconnu au Québec dans la gouvernance d'un pays. Hein. Qu'est-ce qui est inconnu? Tu sais, même des ambassades, là, on a des délégations en France, tu sais, on a l'équivalent là, d'ambassades dans une couple de pays. On a, je veux dire, OK, il faut qu'on apprenne à gérer une armée, mais il y a plein de monde qui sont dans l'armée puis qui sont québécois, là, qui savent comment faire. Après ça, gérer des ministères de whatever, on est tous capables de faire ça. Il n'y a pas grand-chose. C'est fou à quel point on est vraiment proche, en fait, d'être un pays. Puis ben, dans ce cas-là, si on est si proche d'être un pays, il y en a qui pourraient dire, ben vous voyez, vous l'avez presque votre pays. Là, ça sert à quoi de faire un pays? Ben, c'est parce que c'est loi impôt traité. Là. Ça, c'était la ligne de communication chez Option nationale. C'est que tu puisses véritablement avoir tous les outils. Tu sais, qu'on soit capable de voter nous-mêmes nos propres lois à place qu'elles soient votées par le Parlement canadien. De récolter tous nos impôts. Actuellement, on paye des impôts pour des services qui vont dans le reste du Canada ou bien des subventions, surtout à un État pétrolier. Puis, ben nos traités. Les traités, c'est possiblement une des choses
les plus majeurs parce que les intérêts du Québec sont quand même très différents, ne serait-ce qu'au point de vue économique, de ceux du reste du Canada. Donc, c'est la meilleure façon c'est de négocier nous-mêmes nos ententes avec les autres nations. Fait que loi, impôt, traité, aller au maximum de notre potentiel. T'sais, moi, je crois à ça. Là. Je crois au potentiel du Québec dans le monde, puis je pense que l'humanité gagnerait énormément à ce que notre voix s'ajoute, parce qu'on a généralement une voix modérée, raisonnée, je trouve. Donc, on viendrait s'ajouter, là où on en aurait probablement cruellement besoin. Oui, puis ça serait une voie... tu sais, c'est toujours bon d'avoir de la diversité, que ce soit dans une société ou que ce soit dans la nature. Bien, c'est aussi vrai sur la scène internationale. On veut qu'il y ait le plus de voix possible pour entendre le plus d'opinions possible. Tout aussi. à fait. Parce qu'on a un point de vue assez unique, tu sais. On a un point de vue francophone, de minorité, tu sais. On a aussi, tu sais, nos relations avec les peuples autochtones. On a toutes sortes de choses qui nous rendent assez uniques, mais avec tu sais, on peut en faire bénéficier d'autres, puis on peut bénéficier aussi de l'expérience de d'autres, mais pour ça, il faut exister, tu sais. Tu parlais de la confiance en soi. Je trouve ça super intéressant parce que c'est le même constat que j'ai fait avec mes collègues quand on a fait un exercice en se disant, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour le mouvement indépendantiste? Pourquoi le Québec n'est pas un pays? Puis moi, ma réflexion, c'est justement qu'on manque de confiance puis qu'on est très insécure. Tu sais. On a des peurs économiques, etc. Puis donc, c'est donc pour ça qu'on n'est pas un pays à ce jour. Mais comment qu'on donne de la confiance en soi aux gens pour qu'ils passe à l'étape de se dire, moi, je suis indépendantiste, puis le Québec, c'est mon pays, puis on est capable. Ouais. C'est une grosse étape dans la vie. Là. Parce que je vois ça vraiment comme une relation toxique, le Québec puis le Canada. Tu sais. Ouais. Comment cultiver la confiance en soi? Évidemment, je pense que ça passe notamment par la confiance en soi en tant qu'individu, mais aussi notre confiance en soi en tant que collectivité. Puis, j'aurais peut-être envie de t'amener, tu sais, sur le terrain du municipal. On dirait, tu sais, le monde municipal, les leaders locaux n'ont pas la confiance des leaders nationaux pour apporter des solutions à leurs propres enjeux. On n'a pas les outils, on n'a pas la confiance pour pouvoir le faire, alors qu'on a tout ce qu'il faut, tu sais, au niveau de la compréhension des enjeux. Donc, je pense que ça, ce serait quelque chose qui pourrait aider. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, là. Mais déjà, de cultiver notre reprise en main comme peuple dans chacune des régions, ça, je pense que ça nous aiderait. Parce que, à place de juste se dire comme, OK, le Québec devient un pays, c'est la Gaspésie reprend ses droits. L'Abitibi devient plus forte. Tu sais, fait que je pense qu'il y aurait là peut-être une avenue qui peut être intéressante. C'est pas la seule, mais ça me semble assez intéressant. Puis, je pense qu'il faut aller chercher les femmes. J'aime pas faire ce constat-là, mais les femmes ont en général un problème de confiance en elles plus grand que les hommes. Peut-être que les hommes ont un problème de confiance en eux aussi, mais dans l'autre sens. C'est plus caché. On le cache sous nos insécurités. Puis, Oui, mais il y a des hommes qui auraient besoin d'un peu moins de confiance en leurs moyens des fois là, pour comme fitter avec leur niveau de compétence. Mais je pense qu'ils sont fondamentalement insécures derrière toute cette confiance-là. Ils essayent de le cacher. Quand on pense au mâle alpha, là... Peut-être. C'est mon mais constat. je pensais pas nécessairement à des mâles alpha. Okay. Là. Je parle juste, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recrutement dans des partis politiques, là, mettons pour Option nationale, puis pour Sherbrooke citoyen. Puis les hommes tombent du ciel, puis des fois, ils sont là comme, tu sais, ils veulent occuper des postes, puis t'es là comme, ouais, tu sais, ton profil. Tandis que, tu sais, chez les femmes, c'était vraiment l'inverse. C'était un super profil, full compétence, puis ils sont là comme, mais je suis pas certaine, tu sais, que je suis prête ou que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que, en tout cas, honnêtement, j'aime mieux travailler à renforcer la confiance en soi des femmes qu'à diminuer celle des hommes. Oui. Un projet à la fois, là. C'est ça. Ouais. Mais fait que je pense que ça, ce serait quelque chose qui nous aiderait peut-être collectivement. Tu sais, je pense que ça se travaille aussi au niveau de l'individu, au niveau du système d'éducation et tout ça. Mais il n'y a pas de réponse facile. Mais aussi avec la représentation, juste le fait que tu t'impliques, tu es une femme mairesse, la première. Je veux dire, les jeunes Sherbrookoises voient une femme mairesse. Fait que ça, c'est fou, là. Ça donne de la confiance. Tu te dis, si elle peut le faire comme je peux, genre. C'est vrai. Je pense que ça aussi, des fois, la représentation, on oublie l'importance, mais comme moi, quand je vois des femmes s'impliquer en politique, je suis comme, oh my God, incroyable. Genre, je peux le faire. Comme ma soeur, elle pourrait le faire. Comme
même si c'est un homme qui le fait, des fois, tu te dis « Ah, mais là, peut-être qu'il y avait plus de temps, il y a ça. » ou... Ouais, c'est vrai. Mais la représentation, c'est tellement... Comme ça joue tellement, là. Tellement. Créer des modèles diversifiés, c'est vraiment important. T'as raison. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier où est-ce que tous les noms de rue, c'est des anciens premiers ministres puis des anciens évêques et cardinaux. Il y a C'est juste des noms de aucune gars. femme. Ouais. Il y a aucune femme. Puis, tu sais, ça a été un de mes combats, là, dans la toponymie. C'est complètement débile comment il n'y a pas de femmes, là. Il y a plus de roches que de femmes à Sherbrooke, quasiment, là. Fait que c'est comme... Il faut constituer ces modèles-là. Puis là, effectivement, quand tu vois un modèle auquel tu t'identifies, tu fais comment? OK, peut-être. Puis tu découvres peut-être un peu plus ton potentiel, en fait. Tu te dis, OK, peut-être que finalement, tu sais, mes ambitions, mes rêves qui étaient là, peut-être que je suis capable d'avoir des ambitions, des rêves qui sont un peu plus ailleurs, un peu plus grands. Oui, vraiment. Mais je le vois beaucoup dans les jeunes femmes autour de moi qui s'impliquent. Souvent, ils me parlent d'une femme, cette femme-là m'a inspirée, ou non, moi, c'est celle-là. Donc, je me dis, OK, il y a clairement comme ça prend juste plus de représentation, plus de femmes, puis ça va venir comme en échelle. Est-ce que tu ressens comme une pression d'avoir cette représentation-là? Comme d'être la première femme mairesse? Est-ce que tu ressens quelque chose ou... Oui, c'est sûr. Tu sais, moi, quand j'ai annoncé que je me représentais pas en 2025, tu sais, la plus grande crainte que j'avais, c'était qu'il y ait des petites filles, tu sais, des jeunes filles qui disent comme « Ah, OK ». Ou même des jeunes qui auraient été en âge de se présenter, de faire comme « Ah, OK, tu sais, je pensais que ça se pouvait. Ouais. Finalement, peut-être que c'est trop tough. Peut-être que la politique est pas prête pour les femmes. » Tu sais, c'était ma grosse crainte quand j'ai annoncé que je me représentais pas. Fait que, ouais, je sais pas trop si... j'ai tout le temps voulu être à la hauteur, tu sais, de ces personnes-là, parce que dans mon discours aussi, le soir de l'élection, tu sais, à la mairie, mon discours était tourné vers les jeunes filles, puis leur dire comme, voyez, tu sais, c'est possible, tout est possible, mettez-vous aucune limite, parce que c'est souvent nous autres qui nous les mettons. Ouais. Fait que, allez-y, faites-le, tu sais. Fait que oui, tu sais, on se la met, cette pression-là. Je pense que quand on est une femme en politique, on a tout le temps une double charge. La charge de faire la politique, genre... je sais pas, mettre des pistes cyclables, construire des bibliothèques, des choses comme ça. Puis t'as la charge, en plus, de changer le système pour, tu sais, comme, le rendre plus inclusif, là, tu sais, qu'il soit plus ouvert. Fait que ça contribue, malheureusement, à ce que ce soit plus épuisant, parce que t'essayes à la fois de faire de la politique puis de changer la façon de faire de la politique. Est-ce que tu vois aussi une différence de traitement entre nos élus masculins puis nos élus féminines? Oui, il y a définitivement un double standard. L'exemple que je donne, c'est Régis Labombe, l'ancien maire de Québec, qui pouvait faire une conférence de presse dans une pizzeria, manger à moitié, boire sa liqueur en même temps qu'il faisait sa conférence de presse. Mais qu'on écoutait quand même qu'est-ce qu'il disait. Une femme ferait ça, on serait juste focus là-dessus, puis on retiendrait zéro de ce qu'elle dit. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je suis convaincue qu'on est plus sévère, plus exigeant par rapport aux femmes. On s'imagine un certain modèle de femme maternante qui va comme accueillir les émotions des autres, qui va être tout le temps en train d'être dans le care, il n'y a pas de bonne traduction, là, mais d'être dans le care par rapport aux autres. Fait que on s'attend à un modèle très spécifique de femme en politique. Puis quand tu es une femme, puis que tu as une personnalité plus forte ou à l'extérieur de ça, puis que tu as un style, mettons, moi j'ai un style quand même masculin, là, si on peut dire, en politique, c'est plus difficile. Ça dérange davantage. Hier, j'étais dans un autre balado, puis on m'a demandé comme si tu avais été un homme, tu sais, qu'est-ce que ça aurait changé sur... Puis, tu sais, une des choses, c'est que je pense que j'aurais moins dérangé. J'aurais pu faire exactement la même chose que je fais. Si j'avais été un homme, ça n'aurait pas tellement dérangé. Tandis que là, le fait que je fasse ça et que je sois une femme, on dirait que là, ça dérange les gens. Un peu plus. Le fait que tu dis d'être une femme, est-ce que ça te rajoute comme un défi? Est-ce que ce défi-là d'être une femme, tu l'aimes? Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais. C'est comme un peu genre, ben moi, genre, je vais vous montrer à quel point. Est-ce qu'il y a un peu cette envie-là de plus, comme de voir c'est drôle que t'es la première, je pense, à me poser la question, mais je pense que tu m'as bien saisi. Moi, je pense que... Tu sais, je veux dire... Ouais. Le jour où j'ai décidé comme, OK, les deux causes auxquelles je vais me dédier, c'est l'indépendance et le féminisme.
tu sais, j'ai pas choisi les causes les plus faciles. Fait que j'aime quand même ça. Tu sais, je pense que si j'étais une femme, c'est pas... si j'étais pas une femme, je pourrais pas être aussi féministe. Fait que ça serait comme pas... Ouais. J'aime ça, être féministe. C'est vraiment le fun. C'est quand même le fun de pouvoir Ouais. militer pour ça, puis de se retrouver avec d'autres femmes qui militent aussi, tu sais, pour ça, puis d'avoir, tu sais, de discuter avec les gars, puis des fois, genre, de s'ostiner avec eux, puis de... Tu sais, je trouve ça le fun. J'aime ce bout-là. Ouais. Puis je l'ai utilisé aussi quand même à mon avantage, là. Il faut aussi faire ça. Tu sais, Ben oui. Je veux dire, on avait fait une pancarte à Sherbrooke qui avait été quand même très populaire. On avait acheté un billboard. Puis là, on avait dit comme... en 2021, on écrit l'histoire. Puis on avait mis des photos de, tu sais, des anciens maires avec leur barbe, là, genre, puis leur moustache, puis tout ça, tu sais, en noir et blanc. Puis ma photo, tu sais, en couleur. Puis là, c'était « On écrit l'histoire ». Fait qu'on proposait du changement, puis le changement allait pas seulement dans les idées puis dans le programme, mais il s'incarnait dans la candidate à la mairie par le fait que c'est un profil atypique. Fait qu'il y avait effectivement cet avantage-là, qui est un avantage en ce moment, mais qui peut-être un jour le sera plus. On souhaite qu'un jour ce soit plus un avantage. Mais oui, mais des fois, c'est comme un peu pas une compétition, mais genre, OK, fait que toi, t'es un homme, tu penses que tu peux faire ça, je vais te montrer. Genre, on dirait que c'est comme un défi, mais c'est comme... C'est peut-être malsain, là. Genre, j'en ai aucune idée, mais c'est comme... OK, ben si les hommes peuvent faire ça, ben moi, je vais le faire aussi, puis je vais le faire encore plus fort, tu sais. C'est un peu comme... je sais pas si vous avez déjà posé la question, tu sais, de... Est-ce que la future question du référendum, ça devrait pas être « Voulez-vous rester dans le Canada? » Ouais. Ah, c'est cool. J'ai jamais pensé ça, mais genre... Puis que là, genre, ce serait génération non. Ah non, va falloir refaire nos tâches. C'est ça, tu sais. Moi, je me suis posé cette question-là, je suis comme... Tu sais, mettons qu'on oublie c'est quoi la question, t'aimes-tu mettre du côté du oui ou du côté du non? Je pense que j'aime mieux du côté du oui. Ben oui. C'est plus positif, c'est comme oui. Mais je pense sincèrement que c'est plus facile d'être du côté du non. Oui, c'est beaucoup plus facile de dire non. C'est beaucoup plus facile facile de dire non. Ça serait quand même le fun un jour de se poser la question, genre, êtes-vous sûr que vous voulez rester dans le Canada? Genre, tu sais, genre, le deal que vous avez jamais signé, là. Ouais. J'aime encore mieux ça. Êtes-vous sûr, vraiment sûr de vouloir rester? T'es-tu sûr? Explique-moi pourquoi en 500 mots, pour que ton vote compte. Ouais, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est comme... Moi, là, je rêve que ce soit les fédéralistes qui nous expliquent qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux dans le Canada, là. Qui me convainquent, moi, que ce soit eux qui me convainquent. Tu sais, c'est tout le temps nous qui devons convaincre les fédéralistes que le Québec pays, c'est une bonne idée. Bien, convainquez-moi que le Québec province à l'intérieur du Canada, c'est une bonne idée. Ouais. Pas parce que c'est la situation en ce moment que c'est une bonne situation. Ben non. Fait que donne-moi des arguments, prouve-moi que c'est une bonne idée. Puis ils le font pas, à peu près pas, tu sais, à part en campagne référendaire, tu sais, les générations non, on verra pas ça. On les attend, mais on verra pas non Québec non plus, tu sais, l'équivalent des Oui Québec, tu sais, on verra pas ça, une organisation qui a, tu sais, une fibre, de la culture, etc., de quoi un sentiment de fierté, il y a pas. Non, parce qu'en fait, c'est pas une idée qu'ils proposent eux, c'est juste des contre-arguments en fait. C'est juste des contre-arguments. Ils se donnent pas la peine de mettre de l'avant quelque chose. Ils font juste être contre un changement de statu quo. C'est que... Puis généralement, c'est pas pour rien non plus que c'est les personnes privilégiées du statu quo qui se battent pour le statu quo. T'sais, pourquoi les personnes plus riches sont en général en faveur du Canada? C'est parce que le Canada leur a permis d'être riches. Fait qu'on est dans cette situation-là. On parlait des défis pour une femme d'être élue en politique. On avait parlé aussi de ce sujet-là avec Marguerite Landry, du collectif des Allumettes au Oui-Québec. Puis elle nous disait que les hommes, souvent, ils vont recevoir des commentaires négatifs. Ils vont en recevoir, mais ça va être plus sur, peut-être de temps en temps sur leur apparence, mais c'est beaucoup plus marqué chez les femmes. Ils vont recevoir beaucoup plus de commentaires sur leur apparence, sur leur sexualité. On l'a vu avec Kamala Harris qui se faisait traiter de toutes sortes de noms. Là, Est-ce que tu vois ça, toi aussi, en politique québécoise? Ouais. Quand j'étais à votre âge, puis j'arrivais en politique, je voulais croire que dans mes cercles militants à moi, il n'y aurait pas ça, du sexisme. J'étais là comme ça appartient à la droite, là, aux conservateurs. Mais là, après ça, tu déchantes, tu te rends compte que tu es obligé de t'ostiner sur
Ben, ce serait important qu'il y ait plus de diversité autour de la table de tel panel. Ce serait important qu'il y ait plus de diversité au sein des candidatures, du bassin de candidature. Puis oui, un conseil des ministres paritaires, c'est une bonne idée. Puis là, tu es obligé d'avoir ces discussions-là sur la compétence, puis sur versus la parité, puis non, non, non. Alors que, tu sais, l'histoire des modèles, puis on essaye de convaincre le monde, tu sais, de faire un pays, là, c'est majeur. Là. On peut pas faire un pays sans les femmes. Il n'y arrivera pas. Puis il y a beaucoup plus de chances que les femmes adhèrent si elles se reconnaissent parmi les porteuses du message. Donc, moi, j'y crois énormément. Les allumettes, moi, je suis bien investie là-dedans aussi. Je trouve qu'il y a un besoin là qui était fort. Puis, on a vu comment que ça a répondu. Là, aujourd'hui, c'est encore super. Il y a beaucoup d'attractions là, autour d'initiatives comme celle-là. Parce que le mouvement, il est diversifié. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens. 50% plus 1, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup d'individus. Puis les femmes, en ce moment, sont pas encore assez là parce qu'on s'adresse pas à elles, parce qu'il y en a pas assez. C'est quoi, justement, pour les gens à la maison qui ne le savent pas, c'est quoi le collectif des Allumettes qui n'entendent parler pour la première fois? Veux-tu nous l'expliquer, nous le présenter? Oui, c'est une initiative des Oui Québec, donc beaucoup avec justement Camille Goyette-Gingras, Marguerite Landry notamment, mais plein d'autres femmes qui sont pas, tu sais, qui peuvent être investies dans des partis politiques ou pas. Puis, c'est un peu un espace sécuritaire qui s'est créé de femmes qui peuvent échanger sur les difficultés qu'elles vivent à l'intérieur du mouvement, que ce soit dans les partis ou dans les lieux militants. Puis, ils sont en train de voir c'est quoi les différentes actions qu'on va mettre de l'avant. Mais on veut élever la voix des femmes, puis on veut ultimement, donner un bon coup de pouce au mouvement indépendantiste là, pour réussir à atteindre notre 50% plus 1. Est-ce que c'est un comité qui est ouvert ou que les gens peuvent s'impliquer? Oui, les gens peuvent joindre, effectivement, là, à travers les Oui Québec. Ils peuvent joindre le collectif Les Allumettes. On les invite à le faire. Moi, je trouve que c'est vraiment revigorant. Là, c'est le fun de voir ça aller. Et il y a beaucoup de jeunes, surtout, je dirais. Là, c'est là où c'est le plus fort. Là. Moi, je suis dans les matantes là, de la gang. Ouais, c'est ça. J'ai un mot plus poli. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui sont plus âgés que moi aussi puis qui trouvent ça super. Tu sais, je pense qu'avec le temps, là, ça va devenir un petit peu plus intergénérationnel. Mais vraiment, là, c'est un lieu magnifique là, pour s'investir. Parce que quand tu fais de la politique, il faut quand même que tu aies une assez bonne connaissance de toi. Puis je pense que ce lieu-là, c'est une bonne manière de mieux savoir c'est quoi tes valeurs par rapport à ton militantisme, puis après ça, à faire des choix par rapport à où tu t'investis. Toi aussi, je pense que tu t'impliques dans Oui, ben pas assez, là, je trouve. Je voudrais plus encore m'impliquer, mais je trouve que c'est tellement intéressant d'entendre les histoires que les femmes ont vécues, puis de dire, ah ben moi, genre, c'est plate, mais j'ai vécu la même chose. Puis je me dis, ça offre un espace qui est sécuritaire où ben, tu te sens moins seule dans ton implication politique. Ça me fait penser au mouvement féministe qu'il y a eu avant, tu sais, pour juste le droit de vote. Au début, c'est juste des femmes qui se regroupent puis qui échangent sur leur expérience, puis tout. Puis là, après, qui disent, OK, mais qui t'as vécu ça, j'ai vécu ça, on a tous vécu ça. Fait que c'est pas nous le problème, là. Ouais. Ça revient à notre notion de confiance en soi. C'est pas toi le problème, là. C'est pas toi qui es insécure. C'est juste comme la société, peu importe. Donc, ensemble, on réalise que c'est pas ton individu le problème. Puis là, on peut aller plus loin. Fait que ça prend des espaces comme ça. Puis moi, quand j'ai vu que ce projet-là partait, j'étais comme, oh yes, trop cool, enfin. Ouais. Fait que je pense que c'est juste comme tellement une belle addition pour les Oui Québec, là, vraiment. Puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, en ce moment, le monde, il trouve ça cute. Fait que ça veut dire qu'on est sous-estimé. Vraiment. Puis être sous-estimé, c'est la position que tu veux être en politique. Parce que après ça, c'est l'étape avant de devenir de devenir un peu plus menaçant, puis de comme ébranler les choses, puis faire des vrais changements. Fait que c'est le bon moment pour rejoindre le collectif Les Allumettes pendant que le monde y pense que c'est une belle petite initiative innocente, là. Puis après ça, on va envahir le mouvement indépendantiste, là. Ben, c'est ça qu'on a de besoin, je pense, là, de la place pour les femmes fortes qui sont dans le mouvement. Absolument. Puis il y a beaucoup d'engouement, justement, autour du collectif Les Allumettes. Là. Je l'ai vu à l'Assemblée générale des Oui Québec, où tu y étais, d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup d'engouement. C'est le fun de voir ça, justement. Puis je suis content d'entendre que vous allez brasser la cage. Là. Ouais, les femmes, c'est ça l'affaire, hein. Si les féministes dérangent autant,
Parce que, tu sais, les indépendantistes dérangent, mais les féministes dérangent. Mhm. Puis si les féministes dérangent, c'est parce qu'ils changent vraiment les choses. Ils bousculent les codes. En fait, c'est que, tu sais, la fameuse phrase « on a tout le temps fait ça de même », bien, quand les femmes arrivent, ça marche plus. Parce que vous avez tout le temps fait ça de même entre hommes. Maintenant, il y a des femmes. Fait que c'est fini, ce temps-là, messieurs. Fait que c'est ça qui est dérangeant, mais qui est super galvanisant. Là. Toi, comment t'es devenue féministe, justement? Ouh. Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on est féministe? Non, on le devient. On le devient. Oui. Moi, ce qui a été marquant pour moi, tu sais, en fait, j'ai tout le temps été féministe, mais sans trop le savoir, là, tu sais. Je le voyais à travers ma mère, là, tu sais, qui quand même, là, nous envoyait des messages comme ça, là, tu sais, puis je la voyais aussi se tenir debout, c'est du haut de son 5 pieds 1, là, elle se laissait pas faire, là. Mais là où j'ai pu dire que j'étais féministe, c'est avec mon cours de femmes et politique à l'université. Moi, j'étudie en économie et politique. Dans les sciences humaines, c'est les 2 seuls domaines de sciences humaines où il y a plus de gars que de filles. Puis moi, je pense que c'est les 2 domaines où le monde font plus d'argent, où ils ont plus de pouvoir. L'économie puis la politique. Fait que, et c'est dans mon cours de femmes et politique que j'ai vraiment eu plus le déclic. Et vu que j'étais avec des gars, là, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais minoritaire comme fille. Dans tous mes autres programmes que j'avais étudiés avant, puis depuis le primaire, à mon école, on était majoritairement féminine. Puis là, je me retrouvais en minorité. Puis c'est ça, je me retrouvais souvent à m'ostiner contre 7 gars. Là. Ça pouvait arriver. Moi contre 7 gars dans le local étudiant. Là. Fait que, ouais, ça te rend pas mal féministe. Puis après ça, dans le mouvement indépendantiste aussi, tu sais, d'être tellement toute seule, d'être peu nombreuse, tu te rassembles avec les autres femmes, puis tu deviens féministe. Là. Ça devient... C'est ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles presque toutes les indépendantistes sont très féministes. C'est parce qu'on est peu nombreuses, on se reconnaît, puis on a des vécus similaires, tu sais. Tu dirais quoi à une femme qui est pas féministe pour qu'elle devienne féministe? Mais... Va t'ostiner avec 7 gars dans un local étudiant. Ouais, c'est ça! Va à l'âger, là. Parce que tu dis qu'on devient féministe, mais moi, j'ai l'impression qu'on est tous féministes, mais on sait pas. Genre, toutes les femmes le sont, c'est juste qu'elles savent pas encore. Ou si elles se disent pas féministes, c'est qu'elles ont pas compris. Genre, un peu, ça revient avec l'idée de... C'est juste qu'elles ont peut-être pas appris c'est quoi le féministe en soi, puisque ça implique. Mais tu vois, je fais la même chose pour le féminisme, pour l'indépendance. Ouais. Tu sais, mon beau-frère, mettons, qui travaille dans le domaine de la réfrigération, là. OK. Tu sais, genre, j'arrête pas de dire comme, toi, t'es tellement féministe, genre, puis là, c'est comme lui qui est obligé de dire comme, non, je suis pas féministe. Je suis là comme, ben oui, je sais que t'es féministe, là, tu sais, au fond, parce que t'as des bonnes valeurs, puis tu veux le mieux pour ta fille, puis je sais que, genre, tu veux le mieux pour moi, puis pour ma soeur, tu sais. Fait que, non, mais quelqu'un qui est vraiment pas féministe, là, puis qui s'en vante, là, j'aurais tendance à pas perdre mon temps. Ouais, non, je comprends. Tu sais, je veux dire, je vais essayer, là, tu sais, d'y expliquer des choses, puis, tu sais, si je me rends compte qu'il se dit pas féministe, mais qu'il est féministe, comme mon beau-frère, genre... Je sais qu'il est féministe, c'est juste qu'il veut pas le dire parce qu'il trouve que le mot il est connoté puis il veut comme pas s'associer à un wokisme. Là. Fait que, tu sais, je vais comme lui montrer qu'il l'est, puis l'humour, c'est quand même une arme de persuasion quand même assez efficace. Hein. Mais quelqu'un qui est vraiment pas féministe, ça veut dire qu'il est sexiste, puis ça veut dire que il est sûrement comme très éloigné de moi là, en termes de valeurs. Fait que, en général, je perds pas beaucoup de temps sur les personnes irrécupérables. C'est une bonne stratégie. Mais c'est parce qu'on a juste une vie, puis je veux dire, le référendum, ça peut être demain matin. Là. C'est comme, il y a plein de monde convaincable. Là, je vais aller mettre mon temps sur le monde qui sont convaincables. En tout cas. C'est quoi les rapprochements qu'on peut faire entre le féminisme et l'indépendantisme? Pour moi, c'est la liberté. C'est vraiment... c'est ça, tu sais, je parlais comme... d'outils, se développer à son plein potentiel, l'émancipation, la liberté, tu sais, c'est vraiment comme dans cette espèce de veine-là, pour moi, où les deux vont comme ensemble. Je suis un peu moins dans la veine, tu sais, je voudrais pas commencer à dire que... Je pense qu'on a réussi à donner plus
aux femmes au Québec que dans le reste du Canada, mais j'ai pas nécessairement envie de commencer à faire passer les Canadiens pour des sexistes, tu sais, pour convaincre le monde de faire l'indépendance. Je pense que j'aime mieux miser sur le fait qu'on a des valeurs fondamentalement au niveau de l'égalité homme-femme. On s'est dissocié davantage aussi de la religion au Québec. Puis ça va ensemble, là, fortement. Là. Donc, j'aime mieux miser là-dessus puis montrer que, tu sais, on est dans les ligues majeures en termes d'égalité homme-femme au Québec. Puis c'est une de nos fiertés nationales. C'est une des choses qui nous définit comme peuple, comme nation. Fait que c'est plus là, je te dirais, dans ces deux notions-là. Celle de l'émancipation, la liberté, à la fois comme peuple, à la fois comme genre, mettons. Puis de l'autre côté, le fait que c'est déjà comme quelque chose qui nous caractérise puis qui fait partie de notre identité, je pense. Ouais, mais c'est deux luttes aussi, là. C'est deux... Moi, à chaque fois que je pense au combat féministe puis avec l'indépendance, j'imagine les mêmes choses. Je veux dire, c'est comme très similaire. Fait que je me dis que, tu sais, parce qu'au début, les femmes, elles pouvaient pas voter, elles n'avaient pas le droit. Donc, si elles se sont juste dit, genre, ah, ben, on va rien faire parce que c'est toujours été comme ça, on n'aurait pas accès à tout ce qu'on a. Fait que je me dis, des fois, il y a des mouvements que les gens sont comme, ah, c'est trop radical. Mais il y a plein de femmes qui auraient pu dire ça. Fait que je me dis que si ces femmes-là se sont dit c'est pas radical, on va le faire, puis oui, c'est radical, on le fait pareil, tu sais. Mais c'est un peu comme l'indépendance, finalement. Ah, t'as raison. Puis ça prenait beaucoup de confiance en soi aussi, en tant que femme. Ouais, ça revient à notre 30, thème. 40, oui. De se tenir debout puis de dire non, on devrait avoir le droit de vote, puis on vaut autant que les hommes, puis notre opinion compte autant, tu sais. Alors que dans une société, dans ce temps-là, probablement qu'on disait, tu sais, il y avait toutes sortes d'arguments contre le droit de vote des femmes, alors que pour nous, aujourd'hui, ça va de soi, mais à l'époque, c'était très, très complexe comme question. Puis pourtant, ça ne devrait pas l'être. C'est juste une question de confiance, puis on vaut autant, puis on devrait avoir les mêmes droits, finalement. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que j'avais jamais vu ça de même. Mais c'est vrai que, en fait, c'est qu'on essaye de changer des structures. Tu sais. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Nos institutions, c'est... Puis aussi, tu as utilisé le terme radical, puis moi, tu sais, quand on parle que radical, c'est la racine, tu sais, c'est l'essentiel. C'est vrai qu'il y a ça dans le féminisme. Tu sais, c'est comme l'égalité, rien de moins. Tu sais, c'est comme ce sera pas terminé tant que ce sera pas terminé, tant qu'on sera pas à l'égalité dans tous les faits. Puis c'est la même chose par rapport à l'indépendance. Il y a comme quelque chose, il y a une lutte par rapport à une idéologie qui est radicale dans le sens qui a un essentiel assez clair. Ben oui. C'est intéressant. Vraiment. Comment qu'on apporte plus de femmes en politique, mais aussi dans le mouvement indépendantiste? Parce que ça passe beaucoup par la représentation de ce que vous m'avez dit. Donc, il faut en apporter plus de femmes puis leur donner plus de tribunes. Mais comment qu'on fait, justement? Ben, OK. On a deux choix. Soit qu'on attend, soit qu'on accélère les choses. Je vous laisse deviner dans quel camp je suis. Parce que si on attend, mettons... le poste de maire, là, c'est le poste électif le moins diversifié au Québec. C'est celui où il y a le moins de femmes. C'est comme 24 % de femmes au poste de maire. Ouais. Et si on continue au rythme actuel, donc depuis, mettons, à peu près 20 ans, là, si on continue au rythme actuel, ça va prendre encore 40 ans avant qu'on ait autant de femmes mairesses que d'hommes maires. Donc, il faut accélérer les choses. Comment on fait pour accélérer les choses? Moi, je ne crois pas aux démarches individuelles afin de régler des problèmes de société. Fait que c'est un problème de société, il faut donc des solutions majeures de société ou structurelles. Donc, je pense qu'on devrait jamais tolérer qu'une équipe de candidature d'un parti politique soit autre chose que paritaire. Parce que de toute façon, c'est démontré, hein, l'électorat n'est pas sexiste. L'électorat va élire la même proportion de femmes que ce qu'il y a de femmes dans le bassin de candidature. Fait que c'est pas l'électorat qui fait comme « je vote contre toi parce que tu es une femme ». Ça, c'est quand même un gain, en tout cas. C'est pas inébranlable, là, comme gain. Il n'y en a aucun gain féministe qui est inébranlable, mais jusqu'à maintenant, ça tient. Donc, la job est, dans notre système à nous, là, et beaucoup au niveau des partis politiques, d'avoir des candidatures féminines.
Puis après ça, ben, je pense qu'à l'intérieur de ces partis-là, c'est d'avoir des instances diversifiées aussi. Tu sais, c'est à place, tu sais, mettons que tu te donnes des espèces de quotas ou whatever. Tu sais, des fois, dans un parti, tu vas avoir des quotas aussi en termes des régions puis tout ça. Mettons qu'il y a personne de l'Estrie, tu laisses le siège vide. Puis à un moment donné, là, il va se combler le siège. OK? C'est comme... fait qu'il faut réserver des sièges comme ça, je pense. Moi, j'y crois parce que... Ou sinon, on laisse le libre marché, entre guillemets, des candidatures, que ce soit des candidatures à l'intérieur des postes militants que des candidatures à l'intérieur des élections. Puis là, le libre marché, jusqu'à maintenant, ça donne pas des résultats paritaires, mais ça... Puis on attend 40 ans ou 50 ans. Peut-être que dans 40-50 ans, ça va marcher. Mais sinon, on accélère les choses avec des gestes comme ceux-là. Parce que de juste shamer les femmes ou les culpabiliser là, en leur disant comme là les femmes là, pourquoi vous faites pas plus de politique, pourquoi vous prenez pas plus votre place, checkez comment c'est le fun la politique, genre venez faire de la politique municipale où est-ce que vous allez comme recevoir plein d'insultes puis vous faire intimider par vos collègues autour de la table, t'sais. C'est comme il faut faire les changements structurels pour qu'ensuite les femmes viennent. Mais quand on veut pas faire cette réflexion-là, ben on donne des formations aux femmes. On leur dit comme, ben, vous avez peut-être pas compris que ça peut être le fun de la politique. On fait des pubs payés par le DGEQ à télé. Puis voilà, ça, on pense que ça va se régler tout seul. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment soit des espèces de règles explicites au sein de... Même, le DGEQ a déjà même mis de l'avant certaines propositions, là, comme de donner plus d'argent aux partis politiques s'il y avait plus de femmes, là, genre dans leur bassin de candidature. Fait que soit qu'on va vers des choses vraiment comme ça, ou qu'on utilise l'opinion publique, mais là, ça, c'est un petit peu moins tangible, mais on devrait vraiment comme shamer les partis qui démontrent pas cette ouverture-là en ayant des candidatures paritaires, en ayant des panels où est-ce qu'on voit de la diversité, tu sais. Il faudrait qu'il y ait... Il y a plusieurs pays dans le monde où est-ce que un parti n'oserait même pas là, faire autrement parce que il va être cancellé, tu sais. Il va se faire dire comme, ben voyons donc, là, on n'est pas en 1950, t'sais. Est-ce que c'est le cas en ce moment, ça, au Québec? Ben... Parce qu'aux dernières élections, je pense que tous les partis politiques étaient dans la zone paritaire. Ouais. Même les conservateurs qui se disent contre la zone paritaire l'étaient au final. T'as l'air de vouloir dire de quoi? Non, mais être contre la zone paritaire, comme c'est fou, genre, Ouais, c'est absurde, comme, ça me dépasse que, genre, un groupe de gens se sont dit, ouais, parfait, nous, on est contre, c'est ça notre position, comme, il y a une position à avoir là-dessus, je pense, en tout cas. Ben, ils sont pour le libre marché, même pour les candidatures, là, genre, tu sais, les gens qui pensent que les femmes tombent du ciel, puis que s'ils sont assez bonnes, ils vont le savoir, puis ils vont se pitcher pour aller se présenter aux élections. Mais quelle femme, toi et moi, on n'est pas dans cette ligne-là. Mais quelle femme va aller s'impliquer dans un parti où tu dis qu'ils sont comme pas pour... En tout cas, dans ma tête, il y a des femmes qui pensent ça. Hein. Ben oui, non. Il y a des Québécois qui pensent que les Québécois sont poches. Ben, il y a des femmes qui pensent que les femmes, s'ils sont assez bonnes, ils vont... Oh, ouais, non, je peux comprendre. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je sais plus, c'était quoi ta question? C'était est-ce que tu trouves, justement, tu parlais que dans d'autres pays... ah oui, est-ce que ça se pourrait qu'on recule? Exactement. Ben honnêtement, je pense que ce serait quand même difficile. Tu sais, je pense qu'on est quand même rendu assez bon là, au niveau québécois, effectivement, pour présenter des équipes paritaires. On voit qu'il y a plus d'efforts là-dedans parce que c'est sûr que ça fait dur pour le Parti québécois si le Parti libéral a l'air comme plus paritaire qu'eux, là, mettons. Là. QS, c'est réglé, c'est dans leur statut, c'est le plus facile, tu sais. Ce qui n'est pas réglé chez QS, par exemple, c'est que les comtés prenables de QS, il faut qu'ils soient paritaires. Fait que, il y a tout un autre gain à faire après, là. Puis... ben, depuis que Jean Charest a fait un conseil des ministres paritaire, j'ai l'impression que ce serait bien difficile pour un premier ministre de faire autrement. Mais là, je vous dis tout ça à une époque où est-ce que même les droits des femmes les plus fondamentaux semblent être menacés. Là. Fait qu'on on pourrait assister à des reculs sur l'avortement, par exemple. Sur l'avortement, mais juste la disparition là, la mention Google de la Journée internationale des droits des femmes.
Pour moi, ça, c'est majeur. Là. C'est comme plein de petits trucs comme ça que tu dis comme mais pourquoi c'était là il y a 1 an, 2 ans? Pourquoi on recule? Genre c'est quoi le... C'est comme absurde dans ma tête, comme si... Ouais. Je sais pas, ça me... Ah. C'est parce que en plus, c'est pas juste dans le domaine du droit des femmes qu'on a de moins en moins de certitudes. Là. Tu sais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, on avait quand même des certitudes par rapport à les frontières, tu sais, dans le monde. Là. Mais là, avec ce que Donald Trump est en train de faire, on a l'impression que c'est redevenu potentiellement acceptable d'envahir un pays puis de changer, tu sais, bouger les frontières. Depuis, tu sais, ça faisait, je sais pas, 80 ans, là, qu'on vivait sur ça, sur le fait que les frontières, ça bouge plus. L'environnement aussi, il y a comme plein d'aspects. Avant l'environnement, on dirait que dans ma tête, c'est comme tout le monde est un peu d'accord que comme ça va pas très bien, il faudrait qu'on travaille là-dessus. Tous les pays dans le monde, il y a comme un OK, on va faire notre possible. Bon, c'est pas toujours respecté, mais là, aux États-Unis, nous, on dessigne ce qu'on a signé, tu sais, un peu. C'est comme. Ouais. Puis les fédéraux qui veulent nous passer un pipeline qu'on ne veut pas, tu sais. C'est comme. C'est fou, là, de... Mais ça, on n'a jamais eu de certitude. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps eu des doutes sur le Canada par rapport aux intérêts québécois, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que là, on parlait de toutes les certitudes qu'on avait puis que comment ça a été ébranlé. Mais le Canada n'a jamais travaillé dans l'intérêt du Québec. Non. Fait que le pipeline, moi, c'est pas quelque chose que je fais comme « Oh mon Dieu, ça me surprend vraiment que le Canada essaie de passer un pipeline au Québec. » là. Non, pas vraiment. Non, mais c'est plus que ce projet-là avait été semi-enterré, là, de le passer au Québec. Puis là, ils le remettent de l'avant maintenant. Ils ont une belle excuse. Là. Ouais, mais on est habitués, tu sais, des trahisons canadiennes. Oui, ça fait partie de l'histoire. Malheureusement, on est habitué à ces trahisons-là. Fait que... Oui. Il y en a, c'est un cycle de trahison. Ouais, il y a du monde qui continue à y croire. Là. Apparemment, il y en a qui continuent à y croire, mais moi, je suis pas surprise. C'est vraiment une relation toxique. T'as raison, Marc-Antoine. C'est vrai. Tu as étudié en économie. Tu as fait une maîtrise, je pense, en économie. Ouais, j'ai une maîtrise en économie. J'ai écouté d'ailleurs une de tes conférences pour me préparer à l'entrevue. Laquelle? Celle que tu avais donnée en 2020 avec Option nationale. Dans le temps. Ouais. Ah! Chez QS? Ouais. Ah, ouais. Donc, j'ai écouté ça. Ah, mais crème, c'est bon. J'aimerais t'apporter sur le terrain des arguments qu'on entend souvent sous nos publications, sur les réseaux sociaux. OK. Il y en a qui disent que le Québec est trop pauvre pour être un pays. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Le Québec est parmi les nations les plus riches au monde. On est clairement dans le peloton de tête. J'ai pas la statistique exacte, là, mais on est dans le premier quintile des pays les plus riches dans le monde. Puis, on serait encore plus riche si on était un pays. C'est le plus important. C'est que ce qui est fondamental en développement économique, si on parle de développement économique, c'est qu'il faut avoir tous les outils. Il faut avoir les outils pour se propulser, puis travailler dans nos intérêts, qui sont des intérêts beaucoup plus homogènes que quand on est à l'intérieur d'un grand ensemble. C'est pas pour rien que l'Union européenne existe. C'est que chaque pays travaille dans son intérêt. Puis après ça, ben, pour leurs intérêts économiques qui se rejoignent, ben, ils ont l'Union européenne. Puis là, ils font leurs choses comme ça. Je dis pas que ça marche tout le temps puis que c'est pas menacé de disparaître, là, mais il y a définitivement un potentiel sous-exploité. Fait que c'est comme un miracle, en fait, que le Québec, malgré tout, fait qu'il faut qu'on soit hot en tabarouette, tu sais, pour être parmi les plus riches dans le monde, malgré le fait qu'on a été une colonie pendant vraiment plus longtemps, que toute l'énergie du Canada a été mise à nous développer est-ouest, alors qu'on aurait pu... Tu sais, juste en termes de réseau de transport, là. Imaginez les kilomètres de chemin de fer qu'il a fallu construire pour être coast to coast, là, tu sais, d'un océan à l'autre. Tous ces kilomètres de chemin de fer-là, mettez-les autour de Montréal puis autour de Québec. Parce que c'est notre argent de l'époque, là. C'était cet argent-là qui a servi à étendre. Puis, tu sais, saupoudrer, c'est pas une bonne stratégie de développement économique. Ça a été la stratégie de développement économique du Canada, pas pour des intérêts économiques, c'était pour des intérêts militaires puis patriotiques. Fait qu'ils voulaient protéger leurs frontières, puis ils voulaient être comme ceux qui aiment la reine en haut, ceux qui ne l'aiment pas en bas. Puis ça a été terrible. Mais au Québec, on s'est donné des Desjardins, des firmes immenses qui rayonnent à travers le monde, puis même au niveau culturel, avec le Cirque du Soleil. On s'est donné énormément de choses, mais par nous-mêmes, avec l'aide de personne, avec la moitié de nos moyens.
Imaginez le potentiel qu'on a comme nation. Là. Ce serait immense. C'est Puis immense. c'est pour ça qu'il y a autant de pays dans le monde. Tu sais. Si c'était négatif, l'indépendance, il n'y aurait pas 194 pays. Là. Bon, ben c'est ça. Fait que là, dans ma conférence, j'expliquais que depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis même avant, en fait, le nombre de pays dans le monde ne fait qu'augmenter. Il n'a pas diminué, il a fait qu'augmenter. Puis ça vient aussi, les gens réalisent pas tout le temps, puis chez Québec solidaire aussi, il y a du monde qui sont pas tout le temps super d'accord avec ce bout-là, mais les indépendantistes ont tout le temps été très mondialistes, libre-échangistes, parce que on veut pouvoir s'ouvrir à tous les autres marchés. On veut pas dépendre d'un marché intérieur, on veut être avec les marchés extérieurs. Donc, et à travers le monde, jusqu'à ce que Donald Trump soit élu, il y avait une diminution des tarifs douaniers, il y avait des déréglementations, puis une ouverture, et il y a une corrélation qui est, selon certaines études économiques, qui est en fait une relation un peu de cause à effet entre l'ouverture des marchés et les indépendances nationales. Parce que c'est beaucoup plus facile de gérer une nation à travers un État. C'est quand tu as plein de nations à l'intérieur d'un même État, il y a des coûts importants au niveau de la gestion là, des affaires. Puis, Parce que tout le monde est de son bord, essaie de tirer sa couverte. Oui. Puis il y a des conflits, il y a plus de conflits. C'est ça. C'est plus facile quand les intérêts, du moins, sont homogènes. Puis c'est pour ça que le nombre de pays dans le monde ne fait qu'augmenter. Puis ça va finir par arriver, je pense, au Québec. C'est une question de temps. Puis il y a quand même un contexte mondial un petit peu particulier actuellement. Là. Parlons-en, justement. Il y en a qui disent que c'est pas le bon moment de faire l'indépendance, qu'il faudrait mettre ça en veilleuse, arrêter d'en parler, que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait reculer sur sa promesse de référendum. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, tu sais, je veux dire, prouvez-moi que de mettre l'indépendance en veilleuse a déjà aidé le mouvement indépendantiste. Là. C'est jamais arrivé. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre, parce que ça donne l'impression qu'on doute de notre option. Ça donne l'impression que notre option est bonne juste dans certaines circonstances. C'est pas vrai. C'est toujours bon d'être libre quand tu as confiance en toi. C'est toujours bon d'avoir tous les outils quand tu sais que tu es capable, quand tu as confiance. Fait que il y a pas de bon moment ou de mauvais moment, et de ralentir ou de s'écraser, c'est un cercle vicieux, c'est une spirale qui nous amène juste vers le bas, puis qui nous fait reculer, puis qui nous fait perdre du temps. Puis moi, je trouve qu'on n'a plus de temps à perdre. Mais on sent quand même ce mouvement-là de genre, d'être fier canadien. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, c'est plus en mode genre, OK, je vais regarder c'est quoi les ingrédients, est-ce que c'est fait au Canada? Je voulais dire, en fait, c'est fier d'être canadien, en fait, fier d'être comme canadien. Est-ce que ça nuit à l'indépendance? Je sais pas. Est-ce que vraiment d'être fier d'être canadien, ça nuit? Dans un sens, comme, peut-être, mais être canadien, c'est loin de soi aussi, là. Tu sais, c'est comme un nouveau truc. Hey, on réalise qu'on est canadien, genre. Ben en fait, c'est comme... Je sais pas si vous êtes allé voyager, tu sais, dans le reste du Canada, mais... Tu sais, moi, je voyageais dans le reste du Canada, puis je trouvais ça bizarre, tu sais, de sortir la même monnaie pour payer. Parce que je me sentais tellement dans un autre pays que je suis là, ah oui, c'est vrai. OK, genre, je peux payer avec la même monnaie que chez moi. Là, c'est le même pays. Ah oui, j'avais oublié. Tu sais, je me sens tellement sur une autre planète. Mais par contre, mon point de vue, j'avoue que je voyais pas tant que ça la différence quand je voyageais aux États-Unis puis dans le reste du Canada. Ouais. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que ils sont en train de se rendre compte que... Tu sais, je veux dire, les Canadiens sont en train de se rendre compte qu'il y a une différence. Que c'est vrai qu'ils sont pas américains. En tout cas, du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Il doit y en avoir aussi qui voient pas tant la différence, mais la plupart, là, ils se disent comme, ah ouais, non, OK, dans le fond, on est quelque chose. T'sais. On n'est pas américain. On aime la monarchie. Oui, on aime la monarchie. Puis on prend tous nos symboles nationaux, on les prend tous au Québec. La feuille d'érable. Juste le mot Canada. Le castor, le mot Canada. Ça, c'est une super stratégie. Juste une parenthèse par rapport à ça. Quand j'ai eu 1 an où j'ai travaillé à l'Assemblée nationale du Québec, puis j'étais allée... on avait fait une mission exploratoire. À chaque année, les stagiaires faisaient une mission exploratoire. Nous, on était allés en Israël.
Puis on avait rencontré donc des Israéliens, puis des Palestiniens. Puis à un moment donné, on parlait à des Israéliens, je dirais, nationalistes, là. Puis ils nous disaient comment ils s'inspiraient du Canada pour, à place de dire comme il y a vous et il y a nous, tu fais juste prendre les symboles nationaux de l'autre, puis tu les fais tiens. Puis voilà. Tu sais, c'est comme, il y a un processus psychologique ultra puissant. Puis là, c'était des Israéliens nationalistes qui me parlaient de comment ils s'inspiraient du Canada puis comment ils trouvaient ça puissant. Fait que ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais c'est fort comment, mais c'est intéressant cette parenthèse-là, parce que c'est fort comment ils ont pris nos symboles, puis on s'est dit, OK, savez-vous quoi? On va adopter d'autres symboles, parce qu'on veut pas être comme vous, puis on est différents. C'est fort, là, tu sais, c'est là qu'on s'est dit, OK, on est Québécois finalement, on va avoir la fleur de lys, le fleur d'Élysée, on va avoir, tu sais... Ouais, mais c'est pour ça que... On reconnaît comme officieusement, genre, du pays, comme notre hymne national. Oui, alors que le Haut-Canada... Ça vient... de la Société Saint-Jean-Baptiste, même. Ben oui, pour un banquet, genre, c'est ça, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. C'est fou, mais c'est ça. Moi, je me suis posé la question, j'aime ça me poser des questions de même. Là. Genre, ben là, si on fait l'indépendance, pourquoi on s'appellerait pas le Canada, tu sais? Ben pourquoi pas? C'est tellement bon. Que eux, ils se trouvent un autre nom, c'est notre nom, le Canada, genre. Tu sais, c'était nous, là, les Canadiens, puis c'était eux, les Anglais. À l'origine, c'était ça. Puis après ça, c'est devenu Canadien-Anglais, Canadien-Français. Puis... Mais pourquoi ce serait pas nous, le Canada? Puis pourquoi ce serait pas notre drapeau, puis notre hymne national, tu sais? C'est tout à nous. Ils nous l'ont pris. Mais bon... Après discussion avec mes amis indépendantistes, ils me disaient « Ouais, peut-être un peu trop tard. » Il aurait fallu se battre avant, tu sais. Le problème, c'est qu'il aurait fallu résister quand on a vu ça aller, tu sais, qui s'emparait de nos symboles nationaux. Mais comment on peut pas les empêcher? On n'aurait pas pu les empêcher de... Mais honnêtement, là, la feuille d'érable particulièrement, j'ai vraiment de la misère à croire qu'ils vont pouvoir véritablement garder ce symbole-là parce que, je veux dire, 80% de la production de sirop d'érable dans le monde, c'est au Québec. Fait que et puis il n'y en a pas d'érable à l'ouest de l'Ontario, là. Fait que j'ai vraiment Sugar Shack. Comment ils vont faire pour garder ce symbole-là? Ce sera leur défi à eux. Ouais. Puis si jamais ils décident de s'en débarrasser, on pourra peut-être la reprendre, là. Mais ouais, il aurait fallu résister dès le départ. Mais tu sais, je veux dire, on a fait ce qu'on pouvait. On a résisté avec nos berceaux à la place. Ça a été la revanche de berceaux. Ça a été ça, nous, notre moyen de résistance principal. Mais je trouve que ça revient à la question de confiance en soi. C'est sûr que t'as comme moins confiance en toi si les gens ils font juste prendre tes trucs, tu sais. C'est comme je me bâtis une identité, mais finalement, ben c'est un peu l'identité de tout le monde. Donc, genre, je suis fière de ce que j'ai créé, mais en même temps, c'est pas tant à moi. Donc, je me dis, il y a quand même une notion, ça revient encore à ça, je trouve, l'élément de confiance en soi. Là, c'est les thèmes de l'épisode, je pense, mais... Peut-être que ça nous amène justement, tu sais... Je veux dire, on a quand même été abandonnés par la France, là. Ça a fait mal, là. Ça a fait mal, c'est ça. Les Français, ils étaient là, puis ils nous ont abandonnés, là. On a été dealés sur le coin d'une table, puis... alors qu'ils nous... Puis là, après ça, ils nous ont laissés aux mains de gens qui n'avaient pas la même langue, puis pas la même religion, alors que la religion, c'était vraiment important. C'était un facteur de cohésion sociale important. Fait que... Puis là, après ça, Après ça, on a comme continué à exister, mais à travers la religion. Puis là, à un moment donné, la religion s'en est départie, puis c'est là où véritablement, tu sais, l'identité québécoise est apparue. Bon, est-ce qu'il y a des éléments dans tout ça? Tu sais, je suis pas sociologue, je suis pas historienne. Y a-t-il des éléments à travers tout ça qui pourraient expliquer nos difficultés de confiance en nous? Peut-être. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi être bienveillant envers nous-mêmes. Tu sais, il y a ce bout-là aussi, tu sais, que je trouve qui nous manque, là, tu sais, de comme comprendre d'où on vient, puis être... c'est ça, tu sais... c'est ça, arrêter de blâmer les gens qui nous ont précédés, là. Notamment, tu sais, par rapport... Je trouve que souvent, on s'auto-flagelle beaucoup par rapport à notre relation avec les Premières Nations. Puis, tu sais, c'est clair qu'on n'a pas... était parfait. On était meilleur que bien d'autres peuples dans le monde. Puis on a fait ce qu'on pouvait dans le contexte où on était. Puis quand tu es en mode survie aussi, toi-même, tu sais, c'est plus difficile là, d'être dans la générosité et le partage en général. Tu sais. Tu te concentres à survivre. On pourrait faire mieux aujourd'hui avec les Premières Nations si le Québec devient indépendant, là? Je pense que oui. En tout cas, clairement, ce qui est le fun, c'est que tu déchires la loi sur les Indiens puis tu repars sur des nouvelles bases. Je comprends pas comment on pourrait être contre ça. Là. Je pense que c'est déjà un bon départ. Là.
j'aimerais t'apporter sur le terrain du référendum. Ouais. C'est une réflexion que j'ai ces temps-ci. Je pars du constat que tout le monde s'entend pour dire que le référendum en 95 il a été Volé. volé, disons-le franchement, là, puis qu'il y a eu de la triche, il y a eu de la fraude. Mhm. Ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Ils n'ont pas respecté notre cadre démocratique. Ouais. Est-ce que le référendum, c'est la bonne méthode? Est-ce qu'on va rejouer dans le même film qu'en 95 si on fait un référendum, d'après toi? Ben, tu sais, c'est un peu comme est-ce qu'on aurait dû leur laisser s'emparer de nos symboles nationaux? Ben, non. Mais ils l'ont fait. Fait qu'est-ce qu'on leur laisse? Peut-être. Bon. Est-ce que la voie d'une consultation par référendum est la seule et unique voie? Est-ce que c'est la meilleure? Peut-être pas. Mais j'ai de la misère à voir comment on pourrait faire autrement. Tu sais, on a quand même pris l'habitude de... on a pris l'habitude de se consulter sur notre avenir national par référendum. J'ai de la misère à voir comment on pourrait faire autrement. Ouais, j'ai de la misère à voir comment on pourrait faire autrement. Puis, on pourrait se dire aussi l'inverse. C'est comme... C'était quoi, 55 000 voix en 95? Puis on se l'est fait voler. Donc, ça aurait pu être l'inverse. Donc, on aurait pu gagner. Donc, c'est possible. Moi, tu sais, j'aime autant qu'on... Tu sais, j'aime autant qu'on se réessaye, puis je pense qu'on va le gagner, là. Faut juste être assez... On a perdu notre naïveté qui nous a nui dans les 2 derniers référendums. Fait qu'on est prêts, là. Ne soyons plus naïfs. On sera plus naïfs. Puis si jamais J'ai ils nous de la le misère. volent de nouveau, qu'est-ce qu'on fait le lendemain d'un troisième? Ah, ben là, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça dépend. Je pense qu'il faut le prévoir d'avance. Ah, ben... Est-ce qu'il faut le prévoir d'avance? Je pense qu'il faut plutôt s'arranger pour pas le voler, pour pas qu'ils nous le volent. Je pense que je préfère qu'on s'arrange pour pas qu'ils nous le volent. Moi, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on va faire si on se rend compte qu'ils nous le volent encore. Ouais. Ouais, s'ils nous le volent encore, on le fait jusqu'à ce que... Je veux dire, il n'y a pas de nombre limite de référendums qu'on peut faire. Moi, je suis pas dans ce game-là de genre, il y a juste comme un dernier référendum, puis, tu sais, c'est comme le 3e, là, c'est la dernière fois, puis si on perd, c'est comme, on a une opportunité là, il faut la saisir, mais si on perd, pourquoi qu'on se réessaye pas, là? Je veux dire, s'il y avait eu un référendum pendant la commission Gomery, on aurait probablement gagné. Fait que c'est juste les indépendantistes qui n'ont pas été assez bright de faire un référendum à ce moment-là. Là. Est-ce qu'il y avait des indépendantistes au pouvoir à ce moment-là? Me semble que oui. OK. C'est une Ben occasion là, manquée. moi, je suis pas experte. Là, Ouais, je me souviens pas c'est quelle année, c'est pour ça que je me demandais... Ben, en tout cas, du moins, peut-être pas pendant la commission Gomery exactement. Là. Il faudrait que je sache la date exacte. Mais clairement qu'on s'est rendu compte qu'on s'en était fait voler même avant la commission Gomery. Là. Ah oui. Fait que... As-tu espoir d'avoir l'indépendance dans les prochaines années? Ben oui. Ouais. Tu sais, je veux dire, logiquement, là, on est en 2025. 2026, si le Parti québécois prend le pouvoir, que QS fait élire quelques députés aussi. Après ça, ben, candidat oui, puis référendum en 2029. Donc oui, on pourra faire l'indépendance en 2029. Jamais 203. Ça, c'est dans 4 ans. Je sais pas si les gens réalisent que c'est dans vraiment pas longtemps. Il faut se préparer maintenant là, pour 2029. Puis moi, tu sais, dans la vie, là, il faut se préparer à toute éventualité. Fait qu'il faut se préparer à cette éventualité-là. Puis je sens pas que le camp du oui est en train de se préparer à ça. Je sens pas que le camp du oui existe encore. Je pense qu'on est... Les élections, ça fait des dommages hein, entre les partis. Là. Les militants s'invectivent, tu sais... C'est dommage, là. Ça fait des frictions, puis ça fait des cicatrices. Fait que peut-être qu'il va falloir attendre après la prochaine élection avant de vraiment le constituer, le camp du oui, mais moi, je pense qu'on devrait déjà commencer à travailler là-dessus. Comment? Ah, ben... Il faut faire le plan de match, tu sais, s'assurer que le plan de match est bien établi. Jacques Parizeau avait tout prévu en 95. Il faut tout prévoir. Il faut tout prévoir dès maintenant. Puis il faut déjà aussi être en mode campagne référendaire. On réalise pas, tu sais, on gagne pas une campagne référendaire exactement de la même manière qu'on gagne des élections. Des élections, tu les gagnes en faisant élire
une majorité de députés dans chaque... puis chaque député est élu localement. Là, c'est juste un nombre absolu de votes à la grandeur du Québec. Fait que c'est une grosse campagne de communication, notamment. Fait qu'une des choses qu'on peut faire, là, c'est donner plein d'argent au Oui Québec. Aujourd'hui. Genre, clairement, là, comme les indépendantistes là, devraient faire leurs calculs, voir combien d'argent sont capables de donner au camp du Oui, puis donner de l'argent au Oui Québec, maintenant. Puis en plus, ben, t'as un crédit d'impôt. Fait que il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Puis là, moi, je suis très, très terre-à-terre, là, mais ça, c'est une des manières de préparer le référendum de 2029 s'il existe en 2029. Je suis complètement d'accord avec Mais toi. oui. Est-ce que le Parti québécois puis Québec solidaire devraient d'emblée travailler ensemble en vue d'un référendum? Est-ce que c'est ce que je comprends de ton analyse? Ben, ça va arriver un jour. Fait que soit qu'ils attendent après l'élection d'être plein de cicatrices puis de commencer à se parler à ce moment-là, ou soit qu'ils essayent de déjà entamer un début de discussion pour voir est-ce qu'on se met des frontières à pas dépasser de chaque bord, tu sais, pour pas... C'est quoi les frontières qu'on veut pas dépasser pour pas abîmer le camp du oui? Tu sais, comme, OK, on se bat pour faire élire du monde, mais quand même pas... Faut pas que le prix à payer de l'élection de chaque, tu sais, de part et d'autre, ce soit d'abîmer le camp du oui. Fait que, tu sais, je pense qu'il pourrait déjà avoir des discussions là-dessus dès maintenant. Puis avec, tu sais, je veux dire, le Parti québécois est quand même relativement haut dans les sondages. Ça m'apparaît quand même un bon timing, là, tu sais, pour commencer à en discuter, là. Surtout de ne pas s'attaquer entre indépendantistes. C'est ça. Tu sais, Puis je ne veux pas pointer personne du doigt, mais quand même, tu sais, quand GND attaquait Paul directement, frontalement, devant ses militants, en disant bon, blablabla, puis Ouais, ça se fait de l'autre ben, côté aussi, mais... Oui, de l'autre côté, tu sais, de commencer à fesser sur les woke, je sais pas trop qui ça sert, là. Fait que, de part et d'autre, je pense qu'on pourrait comme... Je pense qu'il faut se laisser s'attaquer sur certaines affaires. Idéalement, il faudrait que ça serve à ce que les deux se radicalisent en termes d'indépendance. Tu sais. Ça me dérangerait pas qu'ils s'attaquent. Genre, non, je vais faire le référendum avant toi. Non, je vais faire avant toi. Tu sais, ça me dérangerait moins. Là. Mais je pense qu'il faut qu'ils disent ça, c'est correct. Ça, c'est non. Pour que on perde le moins de temps possible après l'élection pour constituer le camp du oui. Parce qu'il va falloir être rapide. C'est un premier mandat. Là. Un mandat, ça passe vite. C'est dans le premier mandat qu'on fait un référendum. Faut être organisé, puis il faut être focus. Absolument. On irait avec la partie ça ou ça, si tu le veux bien, à moins que tu avais un dernier message à livrer à nos auditeurs, auditrices. On va mettre le lien d'ailleurs pour le collectif Les Allumettes si les gens veulent s'impliquer. Ouais. Donc, voilà. Ben, le collectif Les Allumettes puis les Oui Québec, moi, je sens que c'est là que ça se passe. Fait que pour les... Puis moi, c'est assez nouveau, là. Hein? C'est récemment là, que j'ai comme découvert qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Fait que les gens qui veulent s'investir, qu'ils soient dans un parti politique indépendantiste ou non, devraient tous être au Oui Québec. On devrait tous commencer déjà à se rassembler à ce niveau-là parce que les Oui Québec vont être assurément... sur la ligne de front lors de la campagne du oui. Fait que toute l'énergie qu'on met là, c'est un bon investissement. Fait que moi, j'invite tout le monde à y consacrer un peu de son énergie et de son argent. Fantastique. Je pense que le message est bien reçu. Donc, on irait avec la partie ça ou ça. Ouais. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Ah, ça, je vous ai entendu la poser aux autres, là. Ben, non, Jacques Parizeau. Pauline Julien ou André Ferretti? André Ferretti. Bloc québécois ou NPD? Bloc québécois. Option nationale ou aérienne? Ah, je sais pas. C'est difficile. Ben, je connais pas assez le Ariane. Je dirais option nationale. OK. Quand même, j'ai quand même contribué à le fonder. Parti québécois ou Coalition Avenir Québec? Ben là, Parti québécois. Non, mais là, même ceux qui sont pas indépendantistes, j'espère que les gens ont compris qu'il n'y a plus d'avenir à la CAQ. Là. On est d'accord. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? C'est un pays, là. Un pays. Une constitution, là, ça vaut 1000 lois, là. Genre, clairement, une constitution. Définitivement. Donc un pays. Un pays. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes?
la nécessité nous oblige à la convergence. On est condamnés à s'entendre. C'est drôle, hein, parce que puis ça termine ça ou ça, mais tout le monde qui sont venus s'asseoir ici, incluant des politiciens de formation politique, nous disent convergence. Il n'y a personne qui veut dire division des indépendantistes. Hein? Ben non, j'espère. Mais après ça, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Fait que le diable est dans les détails. C'est là qu'il faut travailler. Puis moi, je pense que la convergence se passe par la tête et non par les pieds. Fait que c'est pas au niveau des militants là, que ça va se passer, malheureusement, la convergence. C'est ceux qui sont les dirigeants des principales forces qui vont pouvoir comme mettre leurs égos de côté puis se concentrer sur la cause. Tu sais, Jacques Parizeau a vraiment mis son ego de côté en donnant le camp du oui à Lucien Bouchard en 95. Puis ça a fait en sorte qu'on a failli gagner, tu sais, qu'on a gagné dans les faits, mais qu'on s'est fait voler. C'est de ça dont on a besoin actuellement. Puis moi, ça m'épuise de voir à quel point je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui est vraiment investi là-dessus. Fait que j'espère que... Est-ce que, je veux dire, avez-vous accueilli tous les chefs de partis indépendantistes puis ils ont répondu oui à cette question-là? Oui. De mémoire, là, faudrait aller revoir. Hein. Fait que là, faut que vous les réinvitiez, puis juste sur cette question-là, puis que vous demandiez comment. Ah, on l'a fait. Mais ça patine. Ça patine pour certains, là. Je dirais pas... On les enferme dans une pièce, puis on leur dit « Vous ressortez pas avant d'avoir... » C'est exactement ce que j'allais dire. On se cotise, puis on leur paye un lac à l'épaule au caucus du PQ puis de QS. Ouais. Puis entendez-vous, pour au moins arrêter de vous attaquer sur l'indépendance. Vous pouvez mettre vos différences. Ben oui. Vous pouvez les nommer, le gars. On pense pas pareil sur l'immigration, on pense pas pareil sur tel aspect, mais sur tel autre aspect, on est d'accord. Puis ça l'inspire les gens. T'sais, on l'a vu comment que Paul Saint-Pierre Plamondon le faisait pendant les débats en 2022. Il disait, là-dessus, on est d'accord, ça, c'est une bonne proposition. Là-dessus, on est en désaccord ou j'irais plus loin. Puis c'est, je dirais quand même, parce que là, je sais que tu nommes PSPP, mais Françoise David était quand même aussi dans cette attitude-là quand elle faisait les débats, le genre, oui, il y a telle affaire que tu dis qui est bon, tout ça. C'est ça. Effectivement. Mais t'as raison. Je veux dire, il faut travailler là-dessus. Ceux qui sont tournés vers l'indépendance comme priorité sont tous d'accord à ce niveau-là. Si on n'arrive pas à s'entendre minimalement avant l'élection, ben il faut déjà commencer à préparer le lendemain de l'élection. Là. On les attend au détour, puis on va s'assurer que ça se passe. Parce que c'est ça, j'y crois à un pays en 2029, mais on n'a pas de temps à perdre. C'est maintenant là, qu'il faut qu'on discute de ça. Là. On est amplement d'accord. On espère que le message va se rendre. On a un petit cadeau pour toi. Oh, mon Dieu! Oui, exactement. Donc, ça vient de la boutique 50% plus 1. Tu peux le déballer. OK. Wow. Oh, wow! Donc, j'espère que tu ne l'avais pas déjà. C'est donc ben hot. Non, j'ai pas ça. Hey, je suis vraiment contente pour vrai, là. Ouais, ça nous fait plaisir. Je trouvais qu'il me manquait de la merch féministe, là. Wow! Ah non, mais là, est-ce que c'est disponible pour les gens qui écoutent? Exactement. OK, donc sur la boutique 50% plus 1, tu peux vous procurer un chandail de Québécoise debout. Exactement. Fantastique. Hey, merci pour vrai, pour ça, puis pour le moment qu'on a passé. Puis en plus, la boutique 50% plus 1, les profits vont au Oui-Québec, ils vont aussi à Génération Oui, puis avec le code promo Génération Oui, tout en majuscule, vous allez retrouver le lien dans la description, vous allez obtenir 10% de rabais. Donc, c'est une bonne façon de s'afficher indépendantiste. Ils ont des livres aussi, puis toutes sortes de produits. Donc, si vous voulez vous afficher indépendantiste, puis en même temps financer les Oui-Québec, Génération Oui, c'est une excellente façon. Donc, on te remercie, Evelyne, d'être venue nous parler d'indépendance aujourd'hui. Comment qu'on peut te suivre si les gens à la maison veulent te suivre sur les réseaux sociaux? Ben là, j'essaie de slacker un peu sur Facebook. Fait que je dirais LinkedIn, ça me semble être une bonne place, là, où que je vais essayer d'investir davantage. Puis qui sait, peut-être YouTube éventuellement. Mais je suis pas encore rendue là. Fait que là, pour l'instant, là, les bonnes vieilles méthodes habituelles, puis mes coordonnées officielles de la ville de Sherbrooke, ça peut marcher aussi. Merveilleux. Merci beaucoup pour ta présence. Puis on a eu un super bel échange aujourd'hui. On en conclut que la confiance en soi, c'est la clé pour l'indépendance. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.